Bah, en fait, ma mère, était, malade, elle avait un cancer à ce moment-là et elle avait besoin de prendre un petit peu l'air, d'être dans quelque chose où elle se repose, dans un endroit un peu naturel et donc on s'était dit: «Bah, on part 2 semaines, en vacances dans un gîte». Truc très classique, voilà, une mère, ses 2 filles, qui vont, prendre 2 semaines de vacances dans un gîte en forêt d'Orléans et finalement, on s'y est tellement plu que, au lieu de rentrer à Orléans et de faire notre rentrée scolaire, comme, ce qui devait être prévu, moi là, en fait, en gros, la la star de ce que je fais, c'est vraiment mes sujets. Enfin, je me mets en avant et c'est quelque chose où j'incarne beaucoup mes sujets, mais je reste journaliste, en fait. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte la rencontre. Bonjour OK Charlotte ou Charlotte Vautier, Bonjour, bienvenue sur Raconte. merci. Tu préfères qu'on t'appelle comment? Est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Bah, je préfère qu'on m'appelle Charlotte Vautier parce que c'est mon nom, mais ça me fait plaisir quand des gens me disent, «OK Charlotte». Parce que ça veut dire que finalement ça a un peu imprégné, quoi. Ça commence, à se faire connaître pour le moins. D'ailleurs, je suis très content qu'on te reçoive à ce moment précis parce que c'est un moment important, un peu dans ta vie, tu es un point pivot, les choses changent dans le bon sens. Comment tu vis le truc? Bah, en fait, je me suis lancée en indépendante, sans trop savoir, enfin voilà, sans trop calculer, en me disant: «On essaye, j'ai envie de tester». Mais j'avais pas forcément, de plan très précis, ensuite et je vis le truc, très bien parce que ça m'apporte, beaucoup de liberté dans ma façon de faire mon métier et et je découvre les joies de l'indépendance, et de faire les choses par soi-même, d'être son propre patron, de devoir s'automotiver, constamment, et c'est pas forcément tous les jours, simple parce que je suis pas forcément quelqu'un de très organisé au départ. Mais donc ça m'apprend aussi des choses et ça en fait, en plus de modifier simplement mon métier, ma façon dont je fais mon métier, ça répercute aussi, sur des choses de ma vie personnelle. Parce que finalement enfin ça change tout en fait. Ça change tout, ça change pas, que l'aspect, professionnel quoi. En fait, je découvre une autre, partie de moi Et quelle est-elle? et et bien, une partie un peu plus, qui se veut un peu plus organisée, qui se veut plus sérieuse, hem, comment dire? Qui doit être dans une démarche, de, ouais, un peu entrepreneuriale. Alors c'est grossier de le dire comme ça parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça, mais plutôt faire tout par soi-même et j'ai l'impression que pour l'instant, ça me convient assez bien. J'aime bien. En fait, pour tout dire, j'ai l'impression de retrouver un petit peu, heu, la Charlotte de 18 ans qui débarque à Paris et qui a envie de tester plein de trucs et qui a, en gros l'avenir devant elle et qui imagine, un futur, qui imagine qui ose rêver. Donc j'ai l'impression de retrouver là à 30 ans, enfin là j'ai 31 ans, mais à la bascule de 30 ans, de retrouver une sorte de deuxième Nouvelle énergie? ou une nouvelle énergie, ouais. Une nouvelle énergie, une sorte de truc très frais. Bah, c'est J'aime bien. plutôt agréable et de côté, notoriété publique, on commence à te reconnaître dans le métro Bah, ou dans la rue ici à Paris? pour l'instant, franchement, je dirais que c'est très, très tranquille, quoi. Ah bon? Enfin, oui, il y a quelques personnes qui viennent me parler et avec qui on discute des futurs sujets, de quelque chose qu'ils ont bien aimé ou pas dans un reportage, que j'ai posté avant. C'est pas le même rapport qu'un créateur de contenu, sur YouTube qui fait des vlogs très personnels. Moi là, en fait, en gros, la la star de ce que je fais, c'est vraiment mes sujets. Enfin, je me mets en avant et c'est quelque chose où j'incarne beaucoup mes sujets, mais je reste journaliste, en fait. Bien. Dis-moi, avant tout ça, avant, toute cette, vie, tout ce qui s'est passé ici et maintenant, il y a eu mille et une autres choses. Tu viens d'Orléans.
Et tu m'as dit en préparant, cet enregistrement que tu avais grandi en partie dans la forêt. Tu peux nous en dire plus sur cette vie dans la forêt, d'Orléans? Alors, c'est vrai, j'ai grandi une partie, de mon enfance, en forêt d'Orléans, plus précisément à Ingrane. C'est un petit village, tout petit village, en pleine forêt et en fait, ma mère, était, malade. Elle avait un cancer à ce moment-là et elle avait besoin de prendre un petit peu l'air, d'être dans quelque chose où elle se repose, dans un endroit un peu naturel et donc on s'était dit: «On part 2 semaines, en vacances dans un gîte». Truc très classique, voilà, une mère, ses 2 filles, qui vont, prendre 2 semaines de vacances dans un gîte en forêt d'Orléans et finalement, on s'y est tellement plu que, au lieu de rentrer à Orléans et de faire notre rentrée scolaire, comme, ce qui devait être prévu, finalement, on est resté 1 an dans ce gîte en forêt d'Orléans et on a été inscrite, avec ma sœur à l'école, du village à côté et donc évidemment, la vie ne ressemblait pas du tout à celle, qu'on avait, à Orléans, qui est une ville moyenne mais qui reste quand même une ville. Là, c'était pas les mêmes activités, quoi. Le tu vas te promener en forêt, tu croises, des renards, parfois tu croises aussi des gens qui font de la chasse à courre. À cette époque-là, on détestait ça avec ma petite sœur et ouais, il s'avère que, dans mon parcours, il y a 1 an, en forêt, quoi. Je trouve que c'est très, audacieux de la part de ma mère d'avoir, hem, osé se dire, voilà, mes 2 petites filles, je les garde avec moi, en pleine forêt pendant 1 an. Enfin, je trouve ça génial. Ça nous a beaucoup appris sur le rapport à la nature, sur, une façon de vivre plus lente, plus en rapport avec les animaux. On a à ce moment-là, j'ai un petit peu, entamé j'ai l'impression que j'ai un petit peu entamé une sorte de sensibilité à ouais, à la nature, je crois, à ce moment-là. Comment ça se matérialisait? Hem, je sais pas, un truc tout bête, tu vois? Déjà, en fait, il y avait un gros truc sur la chasse. Parce qu'en forêt, la chasse, c'était très présent quand même et dans le regard d'une petite fille, à ce moment-là, j'étais en CE2, je sais plus quel âge j'avais, ça fait 10 ans, un truc comme ça? Dans ces eaux-là, je pense, oui. Ouais et ouais, ça c'est Ça prend une autre ça dimension prend une dans autre les yeux d'un dimension. enfant. Ouais, ça prend une dimension, cruelle dans les yeux d'un enfant. Et je sais pas, c'est tout bête, mais on ramassait des têtards en forêt dans des flaques d'eau, et on faisait des élevages, de grenouilles, dans la salle de bain, parce qu'en fait, c'était vraiment on était très libres. Il y avait une liberté, extraordinaire. Tu en Donc gardes un bon souvenir. ouais, 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 j'en garde un très bon souvenir. Après, tu as dit, une période moins heureuse. Ta mère était malade, c'était l'objet de ce déplacement de vie en forêt. Tu m'as dit que tu souhaitais éventuellement en parler dans cet épisode. Mmh. Il y a une période, on va dire sombre, pour le moins, qui est arrivée juste après ça. En fait, donc ma mère, elle était médecin. Elle était, donc elle s'est un peu auto-diagnostiquée, elle avait un cancer du sein qui s'est ensuite métastasé dans tout le corps et elle est décédée quand on avait 14 ans. Enfin, quand j'avais 14 ans, ma sœur 13 et donc à ce moment-là, on est allés en famille d'accueil et en foyer et ouais, mais avec une sorte de force quand même de l'éducation qu'elle nous avait laissée. C'est-à-dire que, elle nous a donné beaucoup d'amour, et pas seulement un amour comme ça, un amour aussi des gens, un amour, de la nature, un amour de l'art, enfin, un amour pour la curiosité. Hem Je prends quelques secondes pour vous dire que vous êtes de plus en plus à suivre Raconte sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Merci à vous. Pour aider Raconte à poursuivre son odyssée, prenez 2 secondes pour vous abonner, laissez une note de 5 étoiles et partagez à vos contacts. Raconte est un média indépendant autofinancé et votre participation est essentielle.
Et maintenant, retour sur l'épisode. Et donc moi, à 14 ans, j'arrive en foyer, en famille d'accueil avec, quand même, je crois des bagages, un certain bagage, quoi. Où, c'est comme si j'étais déjà enfin, dans ma tête, en fait, j'étais Tu déjà étais un une peu petite adulte, oui. adulte parce que je faisais attention à ma sœur. Enfin, du coup, j'ai un peu, en quelque sorte, pas pris le rôle de ma mère parce que ce serait bête de dire ça, mais en tout cas, j'avais pris un rôle de grande sœur très protectrice, très, très protectrice. Donc voilà, je gérais plein de trucs. Il y avait, les histoires d'appartements, de comment on doit gérer, l'appartement dans lequel on vivait. C'était moi qui le gérais toute seule À 14 ans, à 14 ans, c'est énorme. où je faisais des C'est travaux, dedans, par exemple, très jeune. Donc le week-end, j'allais en boîte à 16 ans et le dimanche, j'allais faire de la peinture, parce que je voulais le retaper pour pouvoir le louer. Enfin, j'étais déjà dans un truc, très, personne me donne d'ordre, je fais ce que je veux, je gère ma vie, et ouais, voilà. Et donc, foyer, famille d'accueil, avec des rencontres plus ou moins bonnes, hein, faut le dire. Mais la particularité, c'est qu'en plus de tous les bagages là dont je t'ai parlé, on avait aussi un bagage sur ce que c'est l'aide sociale à l'enfance, en France. Parce qu'on avait été placés 1 an avant, enfin, pendant 1 an, on avait été placés, quand ma mère était encore vivante. Parce ce que, qui est encore pire. bah, en tout cas pour nous, parce que ça avait été vécu comme, une injustice, énorme. Et parce que, ma mère étant malade, elle avait sollicité l'aide de la société, en fait, de l'État, pour dire: «J'ai besoin d'aide, je suis toute seule avec 2 filles, je suis malade, heu, j'ai besoin d'un soutien». Et en fait, ça s'était retourné contre elle, hem et elle était accusée de pas, savoir, assez bien nous éduquer, étant malade, de ne plus pouvoir s'occuper de nous, alors même qu'on avait une super éducation. Et donc ça a été vécu comme une grande injustice à ce moment-là. Et ma mère s'est énormément renseignée sur, l'aide sociale à l'enfance à ce moment-là et sur ses travers. Elle a fait des enquêtes, elle faisait des grèves de la faim à Paris. Elle a rencontré beaucoup de monde, heu, voilà. Et donc c'était marrant parce qu'à 14 ans, quand j'arrive en foyer, en famille d'accueil et que moi je connais déjà tout, en fait. Je sais comment ça fonctionne, qui a quel rôle, entre, heu, les éducateurs, les assistantes maternelles, heu, les directeurs, enfin, donc je sais comment ça fonctionne, je connais les travers de l'aide sociale à l'enfance. Et j'arrive et je fais c'est un peu comme si je disais: «Vous allez pas me la faire, quoi». Et Donc tu étais complètement rebelle, en fait. franchement, ouais. J'adore comme tu réponds ça, ouais. Non, franchement, un peu, ouais, ouais. En tout cas, c'est l'image que je voulais me donner, au fond, voilà. Pour se protéger un peu. Mais c'est l'image que je voulais me donner, ouais. Je voulais que personne m'embête et que ouais, mais à 14 ans, j'étais, enfin, bref, fin d'adolescence, vraiment, je faisais ma vie, quoi. Bien. Et tu continues comme ça, toujours dans la région d'Orléans? Ou Ouais. tu es un peu trimballée à droite à gauche? Non, en fait, si, je suis dans la région d'Orléans, enfin, Dans des familles? ouais, dans des familles. Je sais plus ce que je t'avais raconté exactement au téléphone, jusqu'où j'étais allée, parce que moi, c'est un sujet, dont je parle pas forcément souvent, mais qui c'est pas du tout un problème pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai pas vécu que bien. Et c'est même pas seulement pour moi, c'est même en tant que journaliste aujourd'hui. L'aide sociale à l'enfance, il y a énormément de problématiques et on en parle de plus en plus et je trouve ça génial. Mais je sais plus exactement enfin, ce que je t'avais dit au téléphone. Tu m'avais dit entre lignes que tu voudrais faire un jour un sujet sur ça ou un documentaire. Ouais. Raconte. Le média game changer, multiples thématiques. Donc oui, en fait, c'est ça. Je crois que ce que je t'avais raconté, c'était un petit peu ce truc d'avoir vécu avec une mère, un peu, excentrique. Oui, parce qu'il y a notamment une anecdote, ça je me rappelle, elle vous enregistrait déjà, elle avait un magnétophone et elle faisait des interviews de toi et ta sœur. C'est bien ça, hein? Ouais. En fait, ma mère, c'était quelqu'un d'assez excentrique, libre,
curieuse, qui avait pas peur de casser les codes, quoi, pour le dire facilement. Et Tu sais pourquoi elle était comme ça? non, je sais pas, je pense que c'est des personnalités. Elles nous on faisait on faisait pas grand-chose dans la norme, en gros. Hem, Tu t'en es rendu compte quand de ça? je pense que je m'en suis rendu compte, en fait, particulièrement quand je suis allée en famille d'accueil et que tout était très normé. Il y avait très peu de place pour l'imagination, pour, mmh, pour l'excentricité, pour la liberté, pour les questionnements, pour la côté. Hem, Ça a dû être complètement brutal aussi, cette rupture avec cette liberté. en fait, ça la rendait encore plus précieuse. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que mon éducation, ça a été vraiment un trésor, quoi. Parce que, je me souviens que je me disais que, hem, en fait, j'avais l'impression d'avoir reçu largement plus que certains adolescents qui avaient encore leurs parents, mais qui avaient pas forcément, de lien, fort avec eux ou enfin voilà, je crois que ma mère, sachant qu'elle allait partir, elle nous a tellement donné sur le moment et elle a tellement voulu nous préparer, je pense aussi à se débrouiller ensuite toute seule, quoi, que, c'est comme si elle nous avait formés en rapide, à la vie, en quelque sorte. Et je sais pas, en parlant de liberté, pour te donner un exemple, c'est tout bête, mais tu vois, je sais pas, on avait des craies et des crayons, on dessine sur le mur du salon et le parquet. Au lieu de nous engueuler et de laver, ma mère, elle nous félicite et elle nous prend en photo pour nous dire que ce qu'on a fait, c'est super beau, et cetera, des trucs comme ça. Attention, à côté, elle était super sévère sur certains trucs, hein. Mais je veux dire, il y avait un encouragement à s'exprimer, à ne pas coller à la norme, à se remettre tout le temps tout en question. Hem et ce truc-là, ouais, ça m'a frappée, je pense, au moment où j'ai commencé à sortir, justement de à plus être éduquée par elle, quoi. Où là, je me suis dit: «Ah oui, en fait, c'est pas comme ça partout». Et et ça rendait, d'autant plus injuste le premier placement, donc quand j'avais 11 ans et qu'on était dans une famille d'accueil à ce moment-là, puis dans un village d'enfants. Un village d'enfants, c'est pour ne pas séparer les frères et sœurs. Et donc, en fait, tu as des éducateurs qui tournent, mais les enfants, ils restent au même endroit dans une maison. Et les éducateurs, ils tournent comme ça et ils viennent s'occuper de Une toi permanence, oui. en permanence, etc. Et, et en fait, c'est fou parce qu'on se retrouvait à être dans des familles d'accueil honnêtement maltraitantes, où, je sais pas, pendant tout un été, on n'était pas sortis, par exemple, de, de la famille d'accueil où on était, tu vois. Euh, Toute la famille dînait ensemble avec les enfants, avant nous, et nous ensuite, on mangeait un truc, à la con, des coquillettes à la con avec ma sœur, mais à côté d'eux, tu vois? Enfin, pas avec eux. Vraiment le cliché, hein, du truc, tu vois, on dormait sur un clic-clac dans la salle de jeu, tu vois? Alors que eux, ils vivaient leur vie de famille, tu vois? Leur vie familiale, et nous, on était à Une côté, pièce rapportée. en pièces rapportées vraiment, parce que évidemment, quand tu es famille d'accueil, tu reçois de l'argent pour les enfants que tu accueilles. Donc en fait, c'était un porte-monnaie, quoi. Et en fait, c'est, je crois, un premier choc aussi hem, c'est la justice qui a décidé que c'est ça être bien éduqué, c'est-à-dire être dans une famille d'accueil qui nous met de côté, qui nous fait pas participer à la vie familiale, qui a une éducation du coup pourrie évidemment, comparé à une mère qui est malade, qui a besoin d'aide, mais qui a une éducation extraordinaire et qui avait juste besoin d'un peu d'aide. Et donc moi, en fait, à ce moment-là, j'ai 11 ans et je grandis avec l'idée qu'il y a des injustices et que, et que même, ce qu'on appelle la justice française peut être complètement à côté de la plaque. Et je sais pas où je veux aller en disant ça, mais en tout cas, je sais que, toute cette partie-là de l'histoire de mon histoire, à l'adolescence, au-delà de la maladie de ma mère, il y a un rapport direct à, qu'est-ce que la norme en tant que bon parent? Qu'est-ce qu'un bon parent? Comment on définit ça?
un grand rapport à la liberté et une, une sorte de rejet d'un truc institutionnel euh, auquel je crois pas au départ, puisque j'ai appris que c'était Biaisé. biaisé, que ça pouvait se tromper. Et qu'on peut en arriver avec une mère malade en France qui demande de l'aide et qui se voit retirer ses enfants pour être maltraitée, finalement. Dans cette première famille d'accueil, il y avait ça. Et dans la deuxième, il y a carrément eu donc c'était un couple qui nous accueillait. À ce moment-là, c'était quand ma mère était décédée et qu'avec ma sœur, on était donc dans une autre famille d'accueil. On avait des bons liens avec la femme qui s'appelle Martine, mais on a découvert en fait que son mari, qui était censé bien nous éduquer, en gros, il a été arrêté après qu'on soit parti pour détention de fichiers graphiques. Et on a appris qu'il avait caché des caméras dans les salles de bain des filles. Donc, en fait, tu peux que ressortir avec une sorte de haine, quoi. Au minimum. Tu vois, de te dire, on est dans quel monde pour dire que on confie des enfants à des gens qui sont dangereux, et qui vont en fait avoir plus de traumatisme peut-être que s'ils étaient restés chez leurs parents et que leurs parents avaient eu de l'aide à ce moment-là, pas forcément financière, mais de l'aide, du soutien une sorte de soutien. Et donc, je remets pas en cause. Attention, j'ai aussi grandi à cette période-là avec des enfants qui avaient vraiment besoin d'être retirés de leur famille, hein, qui étaient profondément maltraitantes. Il y en avait plein. Mais il y en a d'autres, quand même, tu te dis, à quoi bon, en fait? C'est quoi l'idée d'aller mettre des enfants chez des agresseurs, chez des personnes très maltraitantes? Donc ouais, voilà. Je crois que ça a été un peu... Je l'ai tué en fait pendant un petit moment parce que ça y est, j'avais 18 ans, je faisais ma vie, etc. Donc Et j'ai tu as un voulu peu passer tué un ce cap, truc. passer à autre chose. Ouais, c'est ça. À 18 ans, en fait, moi, je voulais être artiste. Je suis allée à Paris. Ça y est, j'étais libre, c'est-à-dire pas de parents, pas de famille d'accueil, personne pour rien me Du dire. jour au lendemain, le jour de Enfin, l'anniversaire. jour de mon anniversaire, hop, ciao dehors dans un sac poubelle, tes affaires et tu te débrouilles. Et comment t'as fait avec ton sac poubelle? Et ben, je me suis inscrite à un foyer étudiant qui accueillait des anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance. En plus d'étudiants étrangers, c'était génial. Tout un immeuble avec plein d'étudiants, plein de jeunes étudiants. Et j'avais 18 ans, j'ai rencontré plein de gens. Il y avait des Grecs, plein de gens très différents au même L'auberge endroit. espagnole. Ouais, On vient de vraiment passer des Thénardier à l'auberge espagnole, Oui, un vraiment, peu, c'est d'un ça. coup. C'est ça. C'est mieux. Ouais. Et donc, je me débrouillais, j'avais à la fois une bourse, tu vois. J'avais la bourse du Crous avec le plus gros échelon et des aides aussi financières de l'assurance vie de ma mère, quoi. Et en fait, si je faisais des études, je pouvais continuer d'avoir des aides. C'est-à-dire, je pouvais continuer d'avoir le Crous plus des aides. Donc, en fait, dans ce malheur, il y a quand même cette chance-là de se dire, bah, ça te pousse à faire des études. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pu me dire, je sais pas, en tout cas, je sais que le fait d'avoir la carotte de, bah, tu vas gagner de l'argent si tu fais des études parce que ça fait partie de l'assurance vie de ta mère et du Crous, bah ça, tu vois, Ça booste ça booste. dans ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai un peu oublié tout le reste, tu vois. C'était pas traumatisant du tout, hein. Moi, franchement, je le vois pas du tout comme un traumatisme. Mais c'est étonnant parce qu'il y a j'étais un peu en plein de mode, personnes qui n'auraient pas survécu à ça. Bah, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance qui se retrouvent à la rue, ouais, carrément. Il y a un chiffre qui était sorti de un jeune SDF sur 4 sort de l'aide sociale à l'enfance. Mais il faut prendre ce chiffre-là avec des pincettes si vous l'entendez. Parce que c'est une étude qui a été faite en fait sur un temps donné, avec sur les entrées au SAMU social pendant une période très précise. Et Donc c'est une donnée partielle. Ouais, voilà, c'est pas très valable. Mais par contre, c'est vrai de dire qu'il y a plein d'enfants de l'aide sociale à l'enfance qui se retrouvent très démunis parce que les liens avec la famille sont complètement distordus et que, en fait, une fois que la famille d'accueil ou le foyer a terminé de faire son travail, c'est-à-dire être la personne qui doit s'occuper d'eux à 18 ans, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail. Donc, en fait,
elles ont totalement le droit de te laisser, vaquer à ta vie ensuite, quoi. Donc ouais, voilà. Mais là, j'en parle comme ça avec un petit peu de voilà, De détachement, j'ai envie de dire. ouais, je sais pas si c'est du détachement, mais franchement, en fait, c'est aussi parce que tout n'était pas noir. Là, j'ai dit les trucs, les plus gros et ce que je trouve aberrant et dans tout ça, mais en fait, il y a eu aussi beaucoup de bons moments. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de bénéfices à ça. Tu aurais un exemple comme ça? Bah en fait, déjà, le fait de vivre avec d'autres jeunes qui sont pas forcément tes frères et sœurs, ça t'apprend, à vivre en communauté, ça t'apprend le partage, ça t'apprend, à accepter des différences, ça t'apprend, enfin, c'est comme si, en fait, à chaque fois, tu vis avec plein de frères et sœurs, heu et tu dois t'accommoder à tout ça, en fait, tu vois? Donc ça apprend ça apprend enfin, ça apprend une sorte de ouais, de communauté, de vivre D'adaptation? de vivre ensemble. Ça apprend à t'adapter énormément, à trouver des subterfuges. Moi, par exemple, j'ai passé toute mon adolescence à trouver des subterfuges pour, pouvoir aller chez mes copains, pouvoir sortir en boîte, pouvoir, dé contourner, telle ou telle règle, tu vois, tu es dans une recherche permanente de réussir enfin, tu vois, d'arriver à tes fins, parce qu'il y a beaucoup de règles. Tu peux pas faire tout ce que tu veux quand tu es en foyer, en famille d'accueil, quand tu es ado et ouais, non, moi, je passais mon temps avec, les autres, tu vois, avec les autres enfants, les autres ados, à inventer des trucs, même il y a eu des très bons éducateurs en soi. Tu vois, là, je te parle de quelques exemples précis, mais il y a des éducateurs qui font un taf monstrueux, qui sont extraordinaires, qui travaillent plus que de raison pour justement que les jeunes qu'ils accueillent, grandissent le mieux possible. Je sais pas pourquoi ça m'émeut ça, Bah, c'est normal, je pensais que ce que tu viens de dire. mais ouais. Non, il y a des éducateurs qui ont été, Ils ont un rôle vital, hein, très dans la précieux. construction. Je mets juste une parenthèse, mais on a interviewé un responsable d'une maison des jeunes d'accueil en Belgique, Denis Rioux. C'est un épisode précédent de Raconte. Allez la voir, c'est vraiment exceptionnel. Il dit ça avec OK. beaucoup de justesse parce que ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et il a beaucoup, oui, de justesse, de détachement par rapport à tout ça. Et c'est vraiment très, très intense. Je ferme la parenthèse. OK. Bah, j'irai le voir avec plaisir, ouais. Mais ouais, c'est marrant que, tu vois, en fait, comme j'en parle généralement très peu, aussi Pourquoi longtemps. tu as choisi d'en parler ici devant des caméras sur un podcast? Bah, en fait, comme, j'en parle avec mes potes, de temps en temps ou avec mes proches, mmh, mais c'est jamais un sujet, enfin, puis ça fait pas partie de ma vie aujourd'hui. Je suis ni dans le social, je suis journaliste, donc ça c'est un sujet si je décide que c'en est un pour une enquête ou pour un reportage, mais enfin, je veux dire, ça me suit pas. C'est pas quelque chose qui me suit forcément au quotidien. Donc c'est pas quelque chose dont je parle tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de qui je suis et de ma façon d'être au monde et ma façon de détester, la norme et aussi de mettre un point d'honneur à surtout pas juger, trop hâtivement, qui que ce soit. Parce que voilà, il y a tout il y a tout ça, Tu connais pas le vécu des gens avant d'avoir été plus en profondeur. bien sûr et pourquoi je décide d'en parler maintenant, c'est pas une décision, tu vois, statement, «OK, là, il faut que j'en parle», pas du tout, mais c'est plus que je le vois pas comme un problème, je le vois pas comme un gros sujet, je le vois comme quelque chose qui fait partie de moi et là, peut-être comme bah, c'est un podcast qui demande de se raconter et ben, en fait, ça fait vraiment partie de moi donc pour moi, c'est pas un tabou. Là, j'ai été un peu émue parce que j'ai l'impression que quand on parle du bon côté et des gens qui se démènent pour que des enfants grandissent bien, je pense que ça m'émeut plus que les mauvais côtés, en fait. Parce que justement, enfin voilà, il y a des gens qui sont extraordinaires et qui m'ont beaucoup aidée.
Raconte la rencontre. Je sais pas, peut-être que je suis assez reconnaissante, justement, du coup, d'avoir eu en fait, comparé à d'autres enfants avec qui j'ai grandi, d'avoir eu une mère qui nous a un peu préparés à ça, quoi. Qui nous a mis un peu la tête sur les épaules et qui nous a montré que la vie, elle est belle dans tous les cas, enfin et qu'il y a toujours un moyen, quelque part de d'être libre, d'être qui on est, d'être curieux et je sais que c'est pas le cas de tout le monde donc voilà, en tout cas, c'est cet aspect-là de mon parcours, il est ce qu'il est. C'est pas non plus catastrophique, mais ça fout la haine parfois, en gros, voilà. Mais aujourd'hui, il m'est utile pour, notamment mon travail et d'autant plus en indépendante, quoi. J'ai l'impression. Bah oui, parce qu'on comprend bien que, aussi par le choix de tes sujets, de la façon de faire, en entendant ça, ça prend une toute autre dimension et on se dit: «Ah oui, quand même, OK». Tu vois, ça plante le décor. Mmh. Quand les gens vont voir ça et ton travail, tout de suite, je pense qu'il y a toutes les pièces qui vont s'aligner. Bah, en fait, au début, donc quand j'ai décidé de me lancer en indépendante, hem, je me suis dit: «OK, alors, moi, j'adore être dehors, j'aime faire du reportage, c'est ce que j'ai déjà fait chez Click, pour un documentaire chez France Info, de temps en temps, pour Le Parisien, enfin, voilà, c'est mon truc». Ça, c'est ce que tu as fait après tes études de journalisme. Donc, Ouais, tu as après mes été un études peu de dans toutes les journalisme. rédactions, proposer tes services et on t'a donné des sujets. Là, c'était les rédactions qui choisissaient plutôt les sujets. Ouais. Après non, chez Click, en fait, j'ai travaillé très longtemps avec Mouloud Achour, pendant 8 ans, parce que pendant mes études de journalisme, qui étaient très, très cool, j'avais fait pas mal de stages. Bon, un stage, dans une boîte de prod qui s'appelle Grand Angle, qui produisait à l'époque, Pièces à conviction, qui est un peu l'ancêtre de Cache Investigation. Où là, par exemple, j'avais fait un premier tournage en Belgique d'ailleurs, à Anvers, sur des hooligans. Et donc, ouais, j'avais, je crois, 20, 21 ans, un truc comme ça. Et donc, j'allais filmer des hooligans, dans une pièce obscure d'un petit bar à Anvers. Et donc, ça y est, j'étais dans le truc, ça y est, je suis journaliste, j'étais trop contente. Il y avait des conférences de rédaction, moi, j'observais ça, j'étais en mode: «Oh, waouh, c'est comme dans les films, enfin, je suis à l'endroit, à ma place, j'adore et tout». Et donc, j'apprends au fur et à mesure, comme ça, à travers des stages. Et ensuite, mon stage de fin d'études, il est, chez Click. Comment tu trouves la place? Parce que c'est un peu la place de rêve pour les étudiants en journalisme, finir à Canal+ comme ça d'un coup. Ouais, bah, alors maintenant plus trop, je Oui, t'avoue. c'est pas on précise que C'est plus c'était il y a trop le rêve quelques années. aujourd'hui, Ça a changé de mais direction. donc 8, 9 ans, presque 9 ans maintenant, ouais. Il y a 9 ans, c'est vrai que c'était génial. Bah, en fait, le truc, c'est tout bête, c'est juste que j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le traitement médiatique, des banlieues et qu'à ce On moment-là, était en quelle année, pour, resituer plus ou moins? on était en 2015 ou 2016? Ouais, on était en 2016. J'ai fini mes études de journalisme en 2016. Et donc la rédactrice en chef à cette époque-là de Click, Laura Aronica, heu, elle s'était intéressée à ce sujet-là et elle m'avait dit: «Ah bah, tu fait ça et tu OK, parle-moi un peu, c'est intéressant». Et puis, je savais filmer et j'avais eu quelques, idées de sujets qui lui avaient bien plu. Elle m'avait dit: «OK». Et puis à ce moment-là, tu sais, c'était pile la bascule où on commençait à demander aux journalistes de savoir filmer, de savoir écrire, de savoir faire, écrire non seulement pour le papier, mais pour, internet. Enfin, il fallait commencer à être un peu multicasquette. Et moi, comme j'aimais déjà énormément la caméra et que je filmais déjà, et ben ils avaient besoin d'une stagiaire qui sache filmer en plus d'écrire des articles. C'était mon cas et en plus de ça, il y avait des sujets qui correspondaient à leur ligne éditoriale que je traitais déjà. Et donc Laura Aronica, à ce moment-là, m'embauche. Hop, un stage qui a été assez long. Et, ensuite, ouais, j'ai commencé à travailler, pour Click, pendant 8 ans. Tu faisais quoi là-bas? J'ai fait tous les postes. En Heu, commençant par? Bah, j'ai commencé par des reportages. Par, par des petits reportages que je faisais, toute seule. Ensuite des interviews longues, beaucoup d'interviews longues, notamment de rappeurs pendant une période. Donc j'ai fait tous les Kobalade, Zola, Larry, Dinos, Lacrim, enfin Riles. Plein d'interviews longues et ça, c'était très formateur parce que,
C'est un exercice que je faisais vraiment toutes les semaines. Puis ensuite, ça s'est un peu élargi à des sujets plus de société. On n'est pas resté du tout que dans le rap, c'était très large. On a pas mal traité des violences policières aussi pendant une période, à travers l'histoire d'Adama Traoré. On a traité plein de sujets. À un moment, j'ai commencé à faire des chroniques à la télé aussi. Et ouais, voilà. Voilà, je faisais tout un tas de trucs. Et ensuite, pour revenir au début donc, de toute cette digression, en gros, arrivé 8 ans après, moi, je fais un documentaire pendant la présidentielle de 2022 dans la matinale de France Info, qui a donné lieu à un documentaire qui est sorti au cinéma qui s'appelle Service public, qui est réalisé par Mouloud Achour et Salia Braklia, mais c'était moi qui étais en immersion pendant 1 an dans la matinale. Donc ça veut dire lever 3h du matin, première conférence de rédaction à 4h. En fait, tu vis vraiment la nuit, quoi. Décalé, oui. C'est vraiment... tu vis inversé. Et c'était super formateur. Parce que moi, j'étais restée dans une bulle un peu journalistique de quelques boîtes de prod, plus Click, qui est quand même un média super ouvert dans son... Enfin, tu vois, qui s'adressait aussi aux jeunes. Enfin, moi, ça me parlait, c'était mon langage, quoi, entre guillemets. Et là, d'un coup, j'arrive dans une institution, la Maison de la Radio, avec des vieux journalistes qui n'ont pas du tout la même façon de travailler Pas la que même ce que moi, culture du tout, j'imaginais. oui. Pas du tout. Ça n'avait rien à voir. En fait, c'était comme si c'était limite 2 métiers différents. Parce que c'est une institution qui est très cadrée, tu peux pas faire ce que tu veux. Ça a des avantages, des inconvénients. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu... Moi, mon rôle, c'est d'observer la relation entre les politiques et les journalistes en temps de présidentielle. Et alors là, c'est... en fait, il y a plein de choses qui me choquent. C'est un autre monde. Hein. Faut avoir vu aussi un petit peu C'est un monde un vraiment monde très parallèle. particulier. Et ça entame ma première réflexion sur notre métier de journaliste et sur comment on doit... quel est notre rôle, en fait. Comment on doit s'adresser aux gens. Qu'est-ce qu'on doit dire. De quelle façon on doit être engagé ou non. Sans parler de neutralité, parce que ça, c'est un faux débat, en vérité. Mais plutôt sur quel curseur on doit mettre notre engagement. Parce qu'en fait... pendant cette présidentielle, tu te rends compte que chacun a sa partition à jouer, quoi. Tu as les politiques qui se répondent entre eux, entre médias Entre plateaux, oui, interposés. Chacun y va de sa petite phrase. Ça se défonce en plateau, puis en coulisses, soit ça dit pire, soit... Tu viens manger dimanche? En fait, c'est pas aussi cliché que ça. C'est pas tant ça, mais c'est plus... En fait, c'est vraiment, surtout en temps de présidentielle, il y a quand même pas mal de politiques qui sont vraiment dans une arène, dans un théâtre, en fait. Et ça, tu t'en rends compte. Et puis, les journalistes doivent composer avec ça. Et parfois, c'est un peu difficile. Et moi, je me dis, oh là là. Pas de ça pour moi. Ah ouais. Ça m'a un peu... Ça m'a un peu fatiguée. Il y a évidemment il y a évidemment des gens très sérieux qui font leur travail à merveille, que ce soit du côté des politiques ou des journalistes, évidemment, hein, attention. Et notamment en France, je pense qu'on a quand même des institutions très solides qui permettent d'être sérieux dans le traitement de l'information. Mais il y a aussi des foirés, quoi. Il y a aussi des gros foirés. Et moi, j'avais besoin de plus d'une information un peu plus humaine, un peu plus directe, un peu plus dehors, en fait, en dehors des studios, en dehors des termes utilisés et réutilisés, en dehors de cette notion de pédagogie que je trouve insupportable. Il y a beaucoup dans les rédactions, il y a beaucoup de cette idée de pédagogie. Alors, comment on peut être pédagogue avec les gens ? Nous sommes journalistes, nous devons expliquer. Et moi, c'est quelque chose que je commençais à trouver complètement aberrant, de devoir toujours se positionner comme sachant, comme ça... nous, Maître on sait, d'école. on doit vous expliquer comment voir les choses. Alors que, non. Journaliste ne veut pas dire citoyen au-dessus des autres. À la limite, politique, ouais, parce que il y a un truc où tu as une responsabilité certaine, tu dois... ta vie, c'est de te renseigner pour que la vie des gens soit meilleure. Mais bref, je sais pas où je vais en disant ça, mais tout ce qui est sûr, c'est que j'en suis sortie un petit peu essorée.
et un petit peu déçue. Et je me renseigne à ce moment-là beaucoup à travers des médias indépendants sur Internet. Je continue évidemment de me renseigner beaucoup sur des médias traditionnels. Mais voilà, je me dis, bon, ensuite c'est les législatives, c'est n'importe quoi, il y a un racisme pas possible en France à ce moment-là. Ça part dans tous les sens. Et donc je me dis, là je vais peut-être faire une petite pause pour réfléchir à mon rôle en tant que journaliste, quel genre de journaliste je veux être, quelle est ma place, puis qu'est-ce qui m'intéresse aussi dans mon métier finalement. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être dehors et d'apprendre des gens. C'est ce que j'aime. C'est de façon très égoïste, moi je fais mon métier pour rencontrer des gens et pour apprendre des choses tous les jours. Et donc je me dis, ok, alors je fais une pause, qu'est-ce que je fais à ce moment-là on me suggère de lancer une chaîne YouTube et je me dis oh là là, mais attends, c'est super compliqué quand même de lancer une chaîne YouTube, partir de rien. Enfin, à la limite TikTok, j'ai l'impression que ça marche assez facilement, mais YouTube pour se démarquer avec tout ce qu'il y a, c'est difficile. Mais d'un autre côté, Qui c'est qui te conseille je de me dis faire ça? pourquoi pas. C'est C'est Charles Villa au départ qui m'en parle, mais au début, je voulais faire un podcast. Et Charles Villa, il me dit non, 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 mais là, il se passe un truc. on est en 22 là, plus ou moins, c'est ça? Si Non, j'ai bien suivi. là, on est il y a 1 an et demi. OK. Ouais, il y a 1 an et demi. Où justement, je fais une pause après les législatives en 2024. Et je me dis, bon, tu sais quoi, tant qu'à faire, autant essayer, c'est marrant. On va essayer. Et au tout début, donc tu vois, je me mets devant mon bureau, je prends une feuille et un stylo et je me dis, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire? Alors oui, faire du reportage, aller dehors, raconter des choses. Et je sais déjà que je veux raconter un peu des absurdités. Je veux un petit peu m'intéresser à ce qui, moi, pas forcément me révolte ou Te pique un peu, simplement oui. me pique ou ce que je trouve injuste, etc. Et donc au début, je me dis, je vais parler de technologie et de société. Parce que je me dis que la technologie, déjà, je parlais un petit peu d'Internet sur le plateau de Click, et ça m'intéresse. Et je me dis qu'il y a tellement de nouveautés tout le temps entre l'IA, machin. L'avènement d'IA, oui, il y a Il y plein de a, en choses fait, à dire, oui. voilà, il y a Et tout un tas de ça trucs à bouge dire. énormément, Et oui. puis en fait, en faisant une première liste de sujets qui m'intéressent, je remarque que le point commun de tous ces sujets-là, c'est vraiment la marge. C'est vraiment les modes de vie revendicatifs, les modes de vie différents, euh, tout le temps des questionnements sur la norme. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu quand même le point commun de tout ce qui m'intéresse. Et je me dis, mais en fait, c'est totalement logique. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi ça fait un pont aussi avec mon récit et mon histoire de tout à l'heure d'adolescence? C'est un leitmotiv. C'est qu'en fait, j'ai grandi que là-dedans, que dans un truc de vivre différemment, être différent, avoir des revendications en dehors des normes. C'est pas un gros mot, c'est nécessaire, ça veut dire quelque chose. Et, euh, et, et donc, en fait, tout m'est paru très, très logique à ce moment-là, de me dire, bah oui, je veux m'intéresser aux gens qui vivent différemment et qui voient quelque chose qui ne va pas dans notre époque et qui essaient de faire changer les choses ou de vivre autrement ou de s'extirper des injustices. Donc, C'est un effet miroir, un peu, d'une certaine façon, au travers de ta caméra. Cette recherche permanente. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas l'impression que moi, je sois trop en dehors de la norme, finalement, parce que tu vois, j'ai un travail, je suis... Un travail qui n'est pas, enfin à ce stade, la norme, c'est l'exception. Oui, oui, complètement. Complètement. Mais je veux dire, moi, j'ai trouvé pas mon salut, mais j'ai trouvé justement mon réconfort, finalement, dans quelque chose d'assez droit. Tu vois, je me sens... Mais tu as créé moi, ton cadre, c'est ton cadre à toi. Oui, complètement. Mais je veux dire, j'aurais pu être quelqu'un de très excentrique comme ma mère, ou tu vois, en Partir plus au dans début tous les je voulais sens, être ouais. artiste et tout, mais en fait finalement moi ça me rassure d'être dans un truc assez cadré. Enfin,
Je veux dire, de... D'avoir une rythmique? Enfin, dans tous les cas, je me vois pas hors norme, moi. En gros, c'est ça que je veux dire. Donc, miroir, je sais pas. Mais c'est sûr que moi, ça m'intéresse pas d'aller voir, je sais pas... Faire 8-16 tous les jours avec du métro. Ouais, et tu vois, même que ce soit chez Click ou dans les autres médias dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de liberté. En fait, même dans le choix des sujets, etc. Enfin, chez Click, je pouvais complètement aborder... Enfin, je proposais des sujets, on m'imposait pas grand-chose, tu vois. C'est aussi ton rôle d'être force de proposition et de proposer des trucs novateurs. Donc non, je me suis jamais sentie bridée par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'en fait, ce qui m'intéresse là, c'est d'apporter un peu plus de chair à ce que je fais, d'être plus au contact des gens, de passer plus de temps, aussi avec les gens que je vais voir. Et tu vois, dans la méthodologie, il y a un truc un peu différent de ce qu'on fait en tant que journaliste dans les médias traditionnels qui demandent quand même d'être assez productif. Tu peux pas t'éparpiller, en fait. Donc, Oui, tu dois sortir un sujet par semaine de autant de minutes, voilà, etc. quand tu vas sur le terrain, tu y vas avec une idée d'angle très précise. Tu sais ce que tu vas chercher. Donc, en fait, c'est un journalisme d'extraction. Tu vas voir les gens, tu leur extrais des informations, tu rentres, tu fais ton montage, tu as fait ton travail, tu vois. Tu essaies de le faire bien, le plus justement possible, et c'est très bien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de justement pas faire ce journalisme pizza de commande. Dans le journalisme, on dit que c'est du journalisme pizza. Mais plutôt de partir avec des idées d'angle, évidemment, parce que je me renseigne sur les sujets que je traite, mais j'aime bien être sur place et attendre que les gens que je rencontre, eux, me donnent des nouveautés, eux me donnent des choses que je n'avais pas vues dans le sujet avant en me renseignant dessus, tu vois. Parce que finalement, comment tu veux apporter de la nouveauté et de la justesse à un moment donné sur un sujet donné, sauf à passer du temps avec les gens pour que eux t'apportent ce que tu connais pas encore. En tant que journaliste, tu dois aller chercher quelque chose que tu connais pas. Donc il y a un truc comme Besoin ça de où là, découverte. voilà, dans la méthodologie, en tout cas en indépendante, il y a un truc un peu différent où je passe du temps et c'est les gens avec qui je discute qui vont m'apporter en fait les angles, qui vont m'apporter peut-être quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais pas imaginé. Parce que voilà, moi je suis Charlotte, j'ai mes biais aussi, et donc je vais pouvoir imaginer des choses, même en essayant d'être le plus neutre possible quand je commence un sujet. Donc en fait, l'angle et les découvertes, elles se font pas qu'en amont. Il y a quelque chose de très poreux et malléable tout au long du sujet, même pendant le montage. Pendant le montage, parfois, je vais repasser des coups de fil. Je vais Pour retourner une séquence ou y pour retourner. retourner une séquence je le vois vraiment comme une matière que je travaille au fur et à mesure du début à la fin. Et ça peut être à la toute fin en ajoutant une musique qui veut peut-être dire quelque chose ou ou, ou en appelant quelqu'un qui a un peu une expertise sur le sujet et qui va me dire attention, en fait là tu as mis ce mot-là. C'est pas sûr que ce soit bien pris, c'est pas le truc le plus juste à dire. Si tu veux, je peux te parler aussi de mon rapport aux experts Oui, dans ma... oui, parce que là, tu étais en train de l'initier. Quand tu traites ces sujets comme ça, tu as des gens autour de toi ou tu fais tout toute seule? Mm. Comment ça se passe dans le processus de production et créatif? Processus de production, alors oui, je suis toute seule. Donc ça, on le voit, tu te filmes et tout, tu gères le son, donc toute ta technique et tout Ouais, ça. je fais mes recherches toute seule, mais je discute beaucoup avec les gens. Je geek énormément sur Internet. Tu discutes en ligne, tu vas dire, tu vas voir sur les réseaux sociaux, tu trouves des Ouais, gens, sur tu les vas... réseaux ou même, tu vois, en fait, au fil des rencontres de la vie, en fait, il y a des sujets qui te viennent parce que quelqu'un que tu as rencontré dans un bar t'a parlé d'un truc, ou tu es allé faire un truc avec une association et en fait, tu as rencontré quelqu'un qui fait quelque chose dans sa ville ou qui te parle d'un sujet, ça t'amène à quelque chose. Enfin, il y a aussi il y a les recherches sur Internet, les recherches dans la vie réelle et tout ça, ça fait que en fait, du coup, à la fin, tu as une liste de sujets et donc ça, c'est un peu, ce que je choisis mes sujets en fonction de ce que je sens, tu vois? En fonction des discussions, en Du fonction de ce feeling. ouais, à la fois du feeling et à la fois de
des intérêts, j'essaie d'essayer de sentir la discussion, tu vois. Quand on parle entre nous, quand nous, les Oui, gens, en quoi, off la comme ça tous les population jours, oui. se parle, c'est quoi le moment, c'est quoi Les l'époque, tu vois. tendances. Qu'est-ce qu'on a, c'est quoi le sujet en ce moment, c'est quoi sur quoi il y a besoin de se poser pour réfléchir. OnlyFans, tu vois, là j'ai fait un sujet sur OnlyFans. Par exemple, j'ai choisi ce sujet-là parce que je voyais que dans mon entourage, il y avait de plus en plus de personnes qui potentiellement étaient intéressées pour lancer OnlyFans pour se faire un peu d'argent. Je me disais, mais c'est fou, dans les médias, dans les médias, j'entends que parler les managers OnlyFans et jamais les filles qui font ça, tu vois. Et alors que j'avais l'impression que c'était un sujet, mais qui revenait sur la table très souvent dans les discussions, qu'on voyait sur les réseaux, etc. Donc en fait, tu vois, il y a un truc Il y a une comme ça. tendance de fond, oui. Alors que les SDF de Charles de Gaulle, là, c'est plutôt quelque chose qui m'a touchée, moi, parce que en faisant une maraude, j'étais passée par Charles de Gaulle et que j'avais été étonnée et que je trouvais que c'était et que en fait, moi, ça me touche en fait de voir des gens à la rue et je me dis que évidemment, je suis pas la seule et que à ce moment-là, il y a un besoin de d'apporter de la parole sur ce sujet-là, tu vois. Donc, les sujets, vraiment, ils sont choisis euh, comme ça, au fil de la découverte. Et je suis toute seule. Je suis toute seule en tournage. Et ensuite, je suis avec un monteur ou une monteuse pendant le montage. Et c'était une volonté d'être toute seule? Ou tu voudrais avoir une équipe technique avec En toi? tournage? Ouais. Pour créer la proximité, parce que ça, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu, ça doit encore exister. Il y en a peut-être encore 2 ou 3 qui n'ont pas vu ça sur Bah oui, YouTube. forcément. D'ailleurs, allez Euh, vous abonner. Il y a toujours besoin. et abonnez-vous à Raconte aussi, on en a vraiment besoin. Mais il y a ce côté très... tu es extrêmement proche des gens, tu tiens la caméra à bout de bras. Il y a une intimité qui s'installe dans des lieux publics. Je prends 2 exemples. Le plus récent avec les pêcheurs ici à Paris, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. On passe à côté, on n'y fait même pas attention. Les SDF à l'aéroport Charles de Gaulle, même chose. C'est quelque chose où il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui passent ça tous les jours et ils n'y font pas attention. Ça fait partie du décor, malheureusement. Et toi, tu prends ce côté très proche, tu vas près des gens, calmement. Et là, il y a souvent un échange assez fort et assez bref qui s'installe, mais tout de suite assez fort, j'ai l'impression. Est-ce que c'est tout de suite les gens, ils sont en confiance ou tu dois faire une longue discussion et tu gardes que les meilleurs morceaux? Ça dépend avec qui. Il y a des gens où il y a un feeling tout de suite et enfin un feeling. Il y Ils se a sentent en confiance. ouais, il y a une Ils se sentent connexion tout de pas suite et agressés. c'est fluide, direct et ouais, on parle très calmement. Euh, et il y a d'autres personnes où ça nécessite un peu plus de discussion en amont, un peu plus de détails. Ça dépend vraiment des sujets, des lieux, des gens. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que le fait d'avoir seulement une petite caméra et d'être toute seule, ça aide beaucoup à ça. C'est-à-dire que bah, quelqu'un qui décide de te faire confiance et de te raconter des choses intimes, bah, s'il y a quelqu'un d'autre à côté de moi qui filme ou qui prend le son, bah, ça veut dire qu'il va devoir aussi décider de donner sa confiance à cette personne-là. Donc en fait, c'est c'est une double confiance qu'il doit donner. Et donc, c'est pas le même rapport aux gens que tu vas interviewer. Mais moi, je le fais de façon très naturelle. Et quand je sens que bah, ça le fait pas, ou que la personne est pas à l'aise avec la caméra, et bah, ça m'arrive de juste discuter avec quelqu'un, mais sans filmer, tu vois. Je me dis que dans tous les cas, ça m'apprendra des choses à moi Sur pour le être le plus contexte. juste possible sur ce sujet-là. Donc en fait, ça m'arrive très souvent aussi d'avoir des longues discussions avec des gens pour un sujet, sans les filmer. En me disant juste, bah, je vais apprendre des choses sur ce sujet-là et ça va me permettre de peut-être apporter une nouvelle information, encore plus aiguiser la façon dont j'en parle. Mais en fait, le fait d'être solo avec la caméra, et t'as vu aussi, c'est un grand angle. Je filme en 16 mm. Donc c'est vraiment, tu vois, très grand angle. Mais ça déforme assez, ouais. Ouais, ça déforme à fond, tu vois, mais ça me permet... Alors, l'image, elle n'est pas très, très clean, comme tu pourrais avoir avec quelque chose de posé, la lumière, tu vois, une focale un peu plus longue, comme ça, pour faire du flou derrière et tout. Moi, c'est vraiment... Elle est là,
c'est comme si c'était un partenaire qui est là à côté de ma main, mais une fois qu'il y a rec, je la calcule presque plus en fait. Oui, tu la tiens juste à Donc en bout de fait, bras. je suis vraiment, je regarde quasiment jamais l'écran. Je la tiens comme ça et je suis vraiment avec la personne que j'interviewe. Je l'écoute vraiment. C'est un moment, tu vois, C'est focus. c'est un moment. Je suis focus pas sur l'image, pas sur ah, qu'est-ce que je dois ramener pour le sujet, machin. Je vis le truc, je pose les questions, parfois naïvement parce que je découvre des choses en même temps, tu vois. Donc je laisse aussi ces moments-là. Je trouve que c'est aussi, il y a un rapport aussi un peu honnête à me dire, ok, on va demander aux gens de nous raconter des moments d'intimité, de nous donner une part d'eux-mêmes, etc. Et ben, je trouve que c'est juste de montrer aussi de se mettre aussi au même niveau en montrant les questions qu'on pose, en montrant que parfois on se trompe, que on Se est laisser surprendre d'une certaine façon. voilà, se laisser surprendre, parce que c'est ça en fait le truc, c'est que quand tu t'attelles à un sujet, bah, évidemment tu connais pas tout. C'est important d'y aller avec une démarche un peu humble, quoi. Et bah, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui marche pour moi en tout cas, d'être très d'être vraiment dans l'écoute et de laisser l'image un peu au second plan. Après, parfois, quand j'ai tourné avec des cadreurs, ça se passait très très bien aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est devenu un réflexe aussi parce que quand je filmais là, ce dont je t'ai parlé, le documentaire que j'ai fait chez France Info, dans la matinale de France Info, faut savoir que quand même j'ai filmé tous les jours avec une petite caméra pendant 1 an. Donc en fait, au bout d'un moment, tu as les réflexes en fait. C'est devenu, tu la formation que ça fait en caméra, quoi. C'est genre, Surtout dans un eh espace clos de nuit. ouais, Ouais. en fait, elle l'est avec toi, quoi. Donc moi, vraiment, quand j'ai ma caméra, je la calcule presque pas. Je fais mes réglages, je fais mes trucs et puis ensuite, c'est très naturel parce que, pendant tous les jours, j'ai fait ça pendant 1 an. Donc forcément, là, je sais pas, elle est là, quoi. Elle est là avec moi et j'aime trop. Franchement, j'adore cette façon de faire. Même si parfois, c'est vrai que quand tu es avec un cadreur ou une cadreuse et que tu pars en tournage, moi, je l'ai beaucoup fait, pour Click notamment, heu, c'est tellement agréable d'être, à 2 en tournage et de ensuite se débriefer des trucs, enfin, se marrer parce que tu t'es foiré, il y a toujours des aventures et tout, tu vois? Donc ça me manque un peu, mais je sais que pour ce que je veux faire, c'est plus important d'être seule. Raconte la forme avec le fond. Tu as une idée de pourquoi ça marche autant? Là, le documentaire sur Charles de Gaulle, on arrive à 3 millions de vues. C'est plus qu'une télé nationale, nettement plus. Ouais, bah, je pense que alors, c'est le sujet qui a touché parce que Il y en a des milliers pourtant des c'est sujets quelque sur chose. les sans-abri en France. Surtout au moment, ici on est en fin d'année, c'est des sujets qui reviennent malheureusement à marronnier, pour reprendre du langage de journaliste. Pourquoi le tien? Peut-être que c'est traité avec un petit peu plus peut-être que c'est traité de façon un peu plus directe et humaine que des sujets de JT, qui se veulent assez rapides finalement et très explicatifs, tu vois? Et que, il existe, il existe des documentaires, hein, sur, le sans-abrisme, sur, les gens qui vivent dehors, hem, mais à ma connaissance, les documentaires assez longs qui laissent de la place à la parole, c'est plus des documentaires d'auteurs qui sont donc magnifiques et cetera, mais qui sont pas forcément très grand public. Et je pense que comme plein de gens, bah, on est touché par, le fait de voir des gens dehors, tu vois? Autant qu'on est touché par, l'entraide qui peut se créer, entre des personnes en difficulté, et j'ai l'impression que c'est aussi ça qui a touché. C'est le fait de voir aussi de l'espoir dans ce tu vois, dans ce sujet-là. Que malgré tout, même quand tu es dans la merde, au fond du trou, que tu peux pas t'imaginer pire que d'être à la rue et d'avoir tout perdu, bah, il te reste, ta passion, il te reste, tes intérêts, il te reste l'auteur que tu aimes bien, lire, il te reste la le chanteur que tu aimes écouter. Il te reste, des relations que tu crées, des nouveautés, il te reste la vie, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a touché dans le sujet. C'est-à-dire que dans une période qui est, on va se le dire, quand même un peu,
troubles C'est pas la et joie. maussade, voilà. Bah, essayer de voir une sorte d'humanité profonde au sens de vraiment qu'est-ce qui fait qu'on est des individus, tu vois. C'est pas seulement notre statut, c'est nos envies, c'est notre identité, c'est nos passions, c'est nos proches, c'est nos relations. Bah, le fait de voir que ça existe même dans cet endroit-là de la misère, même à un endroit misérable comme ça, d'un moment de la vie qui est difficile, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a touché plus que si c'était un sujet très factuel sur les SDF, tu vois. De de ouais, de quelque chose de très pratique qu'aurait pu être simplement comment tu manges, comment tu te laves, pourquoi t'es arrivé là, tu vois? Et et j'ai l'impression que là, on a besoin aussi dans les sujets, dans le journalisme, de pas être seulement alarmiste et de pas seulement être dans un truc sensationnaliste, tu vois? Mais aussi d'être dans un truc un peu plus simple bah, à côté de tout ce qui va mal, il y a aussi de l'entraide, il y a aussi des gens qui essaient de faire des choses, il y a des bonnes personnes, heu et heu et malgré notre statut et malgré la condition dans laquelle on est, on aime des choses, on a des envies, on est des gens, quoi. On est des individus qui qui ne tombent pas que notre condition, voilà. Alors là, si avec ce que tu viens de dire, tu ne vois pas d'effet miroir, parce que, enfin, il faudrait voir, enfin, tu verras au montage, au détachement et cetera, mais par rapport à ton adolescence que tu as citée avant et ce que tu viens de dire maintenant, pour moi, il y a un miroir. Ah ouais? Ouais, complètement. Non, mais certainement, certainement. C'est juste que moi, je aujourd'hui, je me considère tellement dans une sorte de je suis pas trop là enfin, en fait, c'est juste que oui, oui, mais miroir avec mon histoire, ouais, certainement, certainement. Je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a un peu de ça Non, quand non, mais même. oui, oui, En certainement. t'écoutant, c'était assez clair. Peut-être on peut aussi parler un peu de la forme des documentaires dans le sens où il y a un habillage graphique, une stylistique. Le ton, on vient déjà un peu d'en parler, mais il y a ce côté un peu geek, dans les visuels, un peu techno geek, street, Mmh. tu peux nous en parler un petit peu? Et bah, c'est 2 graphistes qui ont fait ça, qui s'appellent Black Hat et en fait, sur le moment, bah, j'avais envie de me dire: «OK, je prends le truc un peu sérieusement», même si je m'attendais pas, à ce que ça marche, à ce point-là, mais je prends le truc un peu sérieusement, j'ai envie de faire un logo. Je trouve ça marrant de faire un logo et puis d'inventer un nom. À un moment, au début, je voulais m'appeler OK TV. OK, et d'où il vient ce OK Charlotte? Bah, parce qu'en fait, ça arrive que je raconte un truc ou que je me passionne, tu sais, pour des trucs un peu Précis, précis tu ou vas au bout des choses. comme ça, tu vois? Et qu'on me dise: «Ah, enfin, OK Charlotte», enfin, OK, tu dans ton délire, tu tu vois? nous emmerdes, mais Tu OK. dans ton truc, OK, d'accord, tu vois? Ouais, Ah, OK. un peu jusqu'au boutiste. Et et je trouvais que enfin, cette phrase ça me correspondait bien. Mais mais donc je me suis dit: «Vas-y, au début, je veux juste faire une chaîne de reportage qui va s'appeler OK TV». Et finalement, c'est Anthony Chélan, mon ancien rédacteur en chef, et mon meilleur pote Édouard Risley qui m'ont dit: «Mais OK TV, c'est trop bizarre. En fait, t'avais pensé à OK Charlotte à un moment, c'est complètement plus toi», tu vois? Et au dernier moment, vraiment au tout dernier moment, quand on était en train de faire le logo, il y avait déjà le logo OK TV et tout était mis en place. On avait même fait un générique. Heu, Dernier moment, je décide de faire plutôt OK Charlotte que OK TV et Qu'est-ce qui a décidé ça? 100 Comment plus ça s'est mis? cohérent. Bah, je te dis, c'est mon ancien rédacteur en chef et mon meilleur ami qui m'ont dit: «Bah, non, ça te correspond plus», et puis je me suis dit: «Ah ouais, OK». Mais en fait, je trouvais que ça me mettait un peu trop en avant et finalement, en fait, bon, bah, c'est cohérent parce que je mets vraiment beaucoup de moi quand même dans mes sujets, donc en fait, c'est plus cohérent de me dire: «Bah, non, c'est moi qui fais le truc, donc je mets mon prénom et voilà, quoi». Mais ouais, le graphisme, bah, je trouve que c'était, moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé réfléchir La à une direction identité artistique? visuelle aussi parce que en fait, le fait de réfléchir à tout ça, ça fait que tu réfléchis aussi à qu'est-ce que tu veux raconter et donc tu pars pas, comme ça, sans trop savoir où tu vas et en fait, que ce soit dans l'édito, enfin, tu vois, dans l'imagerie et cetera, bah, faut que tout ait un sens donc tu vois, là, j'ai essayé de faire, une sorte de globe. Au début, je voulais que ce soit la terre et puis finalement, je me suis dit:
Bah, non, parce que moi, mes questionnements, parfois, ils sont un peu philosophiques, ils sont un peu, ils peuvent paraître un peu, justement, dans la lune ou un peu enfin, peut-être un peu parfois bébête comme ça, tu vois? Enfin, pas bébête, mais et donc finalement, au lieu de faire la Terre, j'ai fait une planète un peu, cosmos, tu vois? Qui me correspondait plus. Donc en fait, tu sais, ça permet aussi de se dire: «OK, ouais, de réfléchir à ce qu'on veut raconter». Je trouvais ça cool et j'aime beaucoup, beaucoup, ce qu'on a fait et le générique de début, donc c'est, Masqué qui l'a fait. On l'a fait ensemble, ce qui est un youtubeur. Hem, on s'est trop amusés à le faire, donc lui, il a composé le générique de début. Moi, j'ai un peu posé ma voix et tout et le générique de fin, je l'ai fait avec, un ingé son qui travaillait chez Click avant et on a repris plein de petits passages de mes interviews chez Click et j'ai enregistré mon père aussi, parce que je trouve qu'il a une super voix, mon père. Il me fait trop rire, il a une voix très, très, très grave comme ça et donc c'est lui qui dit, «On s'en fout du pognon, ouais, mais c'est important le pognon», comme ça, enfin dans mon générique de fin et c'est marrant. C'est un mélange de mon père et de mes interviews, le générique de fin. Mais c'est trop marrant à faire. Est-ce que, vu que ça évolue vraiment très rapidement, tu te vois faire à plusieurs, un peu comme Hugo Décrypte ou des gens comme ça? Ou tu veux rester toute seule, indépendante, quitte à en faire moins, mieux, avec des temporalités différentes? Ou au contraire, là, tu vas te dire: «Je me mets en mode production, je vais engager des gens, faire une boîte»? Pareil du côté entrepreneur tantôt. Franchement, le côté entrepreneur, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'aime bien être indépendante et faire ce que je veux, mais gérer une boîte, alors même que j'ai même pas d'employés, c'est déjà trop pour moi. Je trouve ça super chiant. Je me demande comment les gens font, en fait, pour, que ce soit ça leur vie quand tu es entrepreneur. Ça, j'aime pas du tout. Donc je pense que oui, ça me manque de travailler avec du monde, même si là, il y a des collectifs qui sont en train de se mettre en place, notamment du côté de Charlevilla. Il y a tu vois, je me fais beaucoup aider. C'est très fréquent que je fasse, Il y a de l'entraide entre des youtubeurs ou c'est chacun pour soi? non, non, il y a de l'entraide. Il y a vraiment pas mal d'entraide. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait rechecker, mes sujets par Charles, par, mes potes journalistes, Lisa Monin, qui travaille dans une boîte de prod, pour la télé, qui fait du documentaire. Hem, Et qu'est-ce pour, qu'ils font? Ils te donnent une lecture, une avant-première pour Ouais, dire: «Ah, tu bien, on là, tu discute, devrais tu vois? changer On se dit: ça», «Ah, pourquoi tu» enfin, comme tu ferais dans une rédaction, en fait. C'est-à-dire, là, comme il y a pas de rédacteur en chef et qu'il y a pas de et qu'on est un peu livré à nous-mêmes et qu'on Tu as on a besoin d'un cette regard pression du extérieur, choix, hein. en fait, tu vois? On a Mmh. cette pression, ce qui est bien et pourquoi c'est bien d'être dans un média traditionnel, c'est que tu as une responsabilité, juridique aussi, tu vois? Quand tu es dans un média. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas dire n'importe quoi et le rédacteur en chef, il a une responsabilité dans ce qui va être publié. Bah, là, c'est embêtant parce qu'on l'a pas ce truc-là et donc tout est vraiment enfin, c'est toi qui décides de tout et parfois c'est un peu vertigineux comme, responsabilité, tu vois? Surtout quand tu te dis journaliste. Donc c'est important d'aller chercher d'autres moyens de réflexion, de ping-pong, de justesse, tu vois, de rigueur à travers d'autres personnes qui font ce métier-là et donc là, bah, j'ai pas de rédacteur en chef, mais en revanche, je vais faire, checker mes sujets. Quand ils sont particulièrement sensibles, par exemple OnlyFans, je les fais checker par, une coordinatrice d'intimité avec qui on a discuté sur le choix des mots, sur, la justesse du propos. J'ai aussi eu au téléphone, pas mal de personnes, extérieures, tu vois? En fait, moi, généralement dans un reportage classique, tu mets une figure d'expert dans ton reportage. Tu vas aller interviewer, bah, là, notamment une coordinatrice d'intimité, tu vois? Là, au lieu de l'interviewer et de la mettre dans mon sujet, pour laisser vraiment la parole aux concernés, je vais préférer discuter avec elle En amont, en amont, pendant le tournage ou pendant le, la pré-prod. ouais, voilà, pendant le montage et cetera. Mais toujours dans cette envie de sortir de cette idée de pédagogie constante, tu vois? Et de trucs comme ça un peu méprisants, de ceux qui savent et ceux qui tu vois? En fait, il y avait un truc qui me dérangeait aussi dans la figure de l'expert dans les sujets qui se mettent en scène, sur un regard de quelque chose qui vit pas de quelqu'un qui ne vit pas la chose, qui regarde avec un peu de hauteur le sujet et les gens qui vivent, une réalité, tu vois? Et donc je préfère
vraiment, faire comme ça, c'est-à-dire moi, faire mes recherches, tout au long du truc, heu, prendre cette parole d'expert, mais pas la mettre dans les sujets. Heu, ouais, ça c'est important pour moi parce que je trouve que c'est, intéressant, ouais, de vraiment laisser la parole. Mais pour ça, il y a un grand besoin de rigueur et un grand besoin de tu vois, de vérifier, de faire checker, donc voilà, je te dis, on essaie de reproduire un peu comme ça une sorte pas une rédaction, mais au moins, on s'entraide, entre Un avis nous. critique et solide, oui. Voilà, c'est ça, on s'entraide entre nous, on fait vérifier, voilà, c'est pas voilà, c'est pas aussi fort que tu vois, le juridique d'un grand média parce que, en vérité, on a l'impression comme ça, hein, mais tu peux pas dire n'importe quoi non plus quand tu es Non, tu peux être, dans des grands médias. pénalement, responsable. Bien sûr, donc c'est non, mais il y a une responsabilité de toute façon être journaliste, hein, complètement. Mais tu vois, là, je sais pas si j'ai été peut-être un peu dure avec les médias traditionnels, c'est que, bon, moi, j'ai grande envie de nouveauté, tu vois, de liberté aussi dans la forme. Mais je continue de travailler avec les médias traditionnels, aujourd'hui C'est et compatible? pour complètement compatible. Mais je dirais même que c'est enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler, pour moi, c'est nécessaire. Tu vois, je trouve ça bien tu vois, De d'avoir croiser plusieurs les 2? sources. Ouais, de croiser les 2, Les 2 façons de faire? les 2 façons de faire, ouais, et de pas être que dans un truc, YouTube, que YouTube, tu vois? Mais de continuer de rendre ces 2 mondes donc toujours plus poreux parce que c'est déjà le cas, hein. Les médias traditionnels sont sur les réseaux, heu Tu n'as pas eu de demande ou tu n'as pas proposé de projet à des chaînes avant? Des chaînes traditionnelles, j'entends? Où il n'y a pas eu une espèce de ils n'ont pas essayé de te débaucher? si, si, si. Si, Et? si. Bah, là, on discute avec des chaînes pour faire des projets. Ouais, ouais. Ouais, je suis sur plein de discussions en ce moment-là. Ouais, mais je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais essayer de me dire dans l'idéal, ce serait, que je travaille avec un média que j'aime beaucoup et à côté, continuer de faire ma chaîne YouTube, quoi. Un autre aspect, aussi important quand tu t'es lancé comme ça, tu as quitté, Kik. Comment tu t'es financé? Au début, je me suis financée, avec, l'intermittence, hein. Franchement, enfin, c'est simple, c'est juste que j'avais 1 an d'intermittence, tu vois? Parce que je travaillais donc j'étais journaliste intermittente, quoi, et si j'avais pas eu ça, j'aurais clairement pas pu me lancer. Hem, En fait, enfin, je savais que ça allait être très précaire. D'ailleurs, au début, ça a été super précaire, hein. Enfin, je faisais, Parce que pendant des mois, tu touches tout rien, avec quoi. des bouts de ficelle. Ouais, 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 ouais. Ouais, après, moi, c'est allé assez vite finalement parce que comme mon deuxième sujet, c'était le Charles de Gaulle et que ça a bien marché, YouTube commence à être financé direct, tu vois? Enfin, à être payé direct. Mais, mais oui, je me serais jamais lancée, sans ça, et je pense que même, pour ceux qui veulent se lancer en indépendant, c'est super important d'avoir tu vois, de savoir de pouvoir voir venir au moins sur 1 an, quoi, parce que sinon, enfin, c'est tellement instable, c'est tellement risqué que genre je pense qu'il faut vraiment faut pas que le but premier ce soit de faire de l'argent quand tu te lances, là-dedans, et moi, c'était pas mon cas. C'était pas du tout, c'était ni faire de l'argent, ni faire C'était des une vues, sorte d'espace d'expression. ouais, c'est ça, c'était une sorte d'espace d'expression, et il s'avère que là, c'est rémunérateur, donc c'est génial. Là, tu en vis totalement. Totalement, je sais pas Parce que si tu fais partie non, de si cette je faisais que ça. pseudo-élite, Ouais, mais si je faisais que youtubeur, ça, français. pour l'instant, je pourrais pas non plus en vivre totalement. Si je Mal faisais que ça. malgré le nombre de vues. Mmh. Ça suffit pas. Mais parce que c'est nouveau. Donc c'est-à-dire, même si là, j'ai fait sponsoriser, par des marques, tu vois, certains sujets, Mmh. ça reste quand même instable. Je suis quand même, assez nouvelle finalement, tu vois? Ça a même pas 1 an le truc, hein, ma chaîne. Mon premier sujet, il sort en janvier. Donc là, dans en janvier, ça fera 1 an que j'ai commencé. Mais ça reste encore un peu instable pour des marques parce qu'en fait, là, demain, je peux sortir un sujet qui va faire 50 000 vues, alors que la marque, on avait prévu 600 000, tu vois. Pour l'instant, je suis pas encore assez installée de façon stable pour pouvoir vraiment me rémunérer à fond dessus. C'est une pression énorme. Non. Tu vis bien. Ouais. Donc demain, Mais si en tu fait, fais moins justement, de vues, ça te évidemment, ça pique un peu, mais c'est pas du tout, vital. c'est pas du tout le but. Et en fait, justement,
c'est aussi pour ça que je continue mon métier de journaliste à côté dans des médias traditionnels, c'est que mon métier, c'est journaliste. Et ensuite, il y a plusieurs canaux différents. Il y a l'indépendance avec YouTube, il y a, tu vois, tel aspect avec Le Parisien, il y a tel autre aspect avec un article sur Mouvement, un média indépendant, il y a tel... tu vois, en fait, je- moi, j'ai mes sujets, il y a les choses qui m'intéressent, et puis ensuite, il y a des canaux différents, avec des façons de faire différentes, tu vois. Mais non, en gros, je mets pas toutes mes billes dans YouTube. Mais, et le fait de continuer de mon travail sur d'autres médias, traditionnels ou indépendants, qu'importe, ça permet aussi d'être plus légère dans, tu vois, dans la réussite escomptée de mes reportages indépendants. Tu vois, je vais moins être en panique si je gagne pas d'argent avec un reportage. Parce que je sais qu'à côté, de toute façon, je sais pas, je vais faire 2 piges pour tel ou tel média qui vont au moins me permettre de gagner un peu d'argent, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qui te ferait arrêter? Mmh. Ouais, si je trouve mieux ailleurs. Et qu'est-ce que ça serait? Bah, pour l'instant, rien. Il n'y a Pour pas de job l'instant, de rien. rêve en... Franchement, non. Pour l'instant, j'aime trop ça, quoi. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir un peu plus de moyens pour, tu vois, pour être plus confortable en termes de temps, en termes de... Aussi comment je rémunère les gens avec qui je travaille, parce que là, je les rémunère un peu moins bien que dans les médias traditionnels, tu vois. Mais non, franchement, moi, j'aime trop. Vraiment, là, je suis pile à l'endroit où enfin, tu vois, il me semble me correspond le mieux pour l'instant, en tout cas, tu vois. Parce que, pour plein de raisons différentes. Et puis, je trouve que un sujet tous les 2 mois, là, ce que j'essaie de faire, c'est parfait parce que ça laisse pile le temps de pas être non plus aliéné dans ton truc où tu fais que ça et où t'en viens à être juste une force de production, tu vois. Je veux pas être là-dedans. Et d'un côté, je veux pas non plus être dans un truc où tu mets 1 an pour faire un documentaire. Ça, j'aime pas. Je l'ai déjà fait donc avec Service Public et je trouve qu'il y a un côté très frustrant. Parce que c'est 1 an de ta vie où tu passes ta vie à faire ça. Et finalement, enfin, si c'est regardé que par 4 personnes, mais t'imagines? C'est comme Ou des gens alors, faut que ce qui soit font là. des films, hein, c'est encore pire. Mais oui, 3 et ans au moins. moi, j'ai pas là. J'admire les gens qui font ça. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je pense que je serais trop frustrée. Et j'ai déjà été trop frustrée, même si ça m'a appris énormément. Mais ça y est, je l'ai fait une fois, de passer 1 an en tournage. Ça apprend plein de choses, mais là, j'aime bien que ce soit ni trop long ni trop court, tu vois. C'est vraiment... Le juste milieu. c'est mon temps, c'est le temps que j'ai choisi, que je trouve bien Est-ce de que moi. tu aurais un rêve ultime? Ou ok, Charlotte aurait un rêve ultime? Mon rêve, en fait, c'est vraiment d'avoir une liberté de déplacement, de sujet, de, de méthode qui me permettrait de voyager, de rencontrer toujours plus de monde, d'apprendre toujours plus des gens. Et j'aimerais beaucoup faire des sujets à l'étranger. Moi, j'aimerais bien, par exemple, pendant 1 an, faire le tour du monde pour comparer des modes de vie, pour essayer de comprendre ce qui va et ce qui va pas. Ouais, ça, je pense que ce serait un rêve d'être assez Autonome? autonome pour... Enfin, autonome. En tout cas, Financièrement, pardon. ouais. En fait, en vérité, pour tout te dire, j'ai Tu pars un truc demain. auquel non, mais un truc auquel je suis en train de réfléchir en ce moment, c'est de prendre un camping-car et de créer un camping-car méga high-tech et dans lequel tu peux monter, tu vois, genre un peu studio, où à la fois tu peux dormir dedans et et de voyager et de faire des sujets autour du monde. Mais bon, Tu j'ai sais 31 ans. qui a fait ça en France il y a quelques années, Raymond Depardon, le Oui, oui, photographe. ouais, En photo, lui, évidemment, mais ouais. il a fait ça. Bah, Raymond Depardon, extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai une culture du documentaire indépendant, du documentaire, enfin du film du réel, du documentaire du réel très forte. Je passe ma vie vraiment à regarder beaucoup, beaucoup de documentaires du réel qui sont là faits par des auteurs sur des années, souvent. Comme ce qu'il a fait dans Les Fermes, où il est retourné longtemps après la vie La des ferme des fermiers. Bertrands, ouais. Ouais. Tu parles de la ferme des Bertrands. Ouais. Ouais, bah, par exemple, tu vois, la ferme des Bertrands, je l'ai vu au FIPA, qui est un festival de documentaire à Biarritz.
en présence du réalisateur, et cetera. Et ça, c'est ma came, quoi. Enfin, vraiment, je passe mon temps à regarder ça. Et tu vois, à un moment, je voulais m'orienter un peu là-dedans, mais le truc, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que tu finis par te parler qu'entre nous. Alors, La Ferme des Bertrands, il a été génial parce que ça a fait beaucoup de bruit. Il y a quelques documentaires parfois comme ça qui prennent le temps et qui pop et qui deviennent importants, Et ils passent une sorte de cap comme ça. Ils deviennent qui dans le passent grand un cap, public, oui. mais malheureusement, il y a tellement de pépites de, Confidentiel. qui, Enfin, sont, qui, diffusion s- confidentielle. qui sont complètement en diffusion confidentielle. Moi, que j'adore, mais encore une fois, je te dis, je crois que je serais pas capable de passer 5 ans de ma vie à faire un sujet pour que ce soit regardé par 4 journalistes. Qui en plus parfois vont avoir l'outrecuidance de dire oh ouais, je sais pas si j'ai bien aimé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, oui. Tu vois? Impossible, je peux pas. Oui, Je préfère me c'est pas prendre mal des. pour un début continu. Ouais, voilà. Mm. Donc, non, je les admire et je suis consommatrice, mais je pourrais pas faire ça. Écoute, je crois qu'on a fait un grand tour. On arrive un peu à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une idée de pourquoi des gens devraient la regarder? Cette interview? Ouais. Hmm. Pourquoi passer un peu plus d'une heure avec toi comme ça en tête à tête? Oh. Bah, je pense que ça dépend qui c'est qui écoute, mais. YouTube. Non, bah, pourquoi pour le temps? C'est-à-dire toujours dans cette idée de pas céder à un rythme de vie trop effréné et dans ce qu'on consomme en fait aussi, dans ce qu'on écoute. Donc écouter du temps long, c'est agréable et ça permet de se détacher un petit peu de cette course. Donc un podcast qui fait un peu plus d'une heure enfin qui est dans les 1 heure. Pourquoi pas, c'est agréable. Après, si il y a quelques personnes qui se sentent concernées par ces réflexions sur la norme et qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et qui sentent un besoin de liberté, bah, le seul truc que j'ai à dire, c'est que... Comment dire? Je sais pas, qu'il faut aussi... faut se dire que tout n'est pas si grave, quoi. Que parfois, on a des ressources en nous qui sont bien plus grandes que ce qu'on croit. Voilà. Quelle conclusion! Il me reste à te poser les 2 dernières questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Si ta vie était un film, ça tombe bien, on est pas loin de ça. Quelle serait la BO? Je pense que ce serait des musiques de Georges Brassens. Une en particulier? Hum, Alors attends, parce que Georges Brassens, vraiment, je l'aime énormément. C'est vraiment mon auteur préféré. Enfin, mon chanteur préféré. Quand j'étais petite, je me disais que je disais tout le temps que je me marierais avec personne sauf avec lui. On peut mettre une Bon. annonce, si vous voulez marier avec Charlotte, écoutez Georges Brassens, portez une Ah, mais moustache vraiment, c'est obligatoire. et une voix un peu rauque. C'est les critères, c'est qu'il y a des charges. En vrai, alors, toutes les chansons de Brassens sont magnifiques, mais je peux en dire 2. L'Auvergnat, qui est une ode à la simplicité et qui est une ode à l'entraide aussi. Parce qu'il parle d'un Auvergnat qui va au-delà des jugements et qui aide sans qu'on lui demande. Qui aide et qui est là, tu vois. Qui dit justement... Enfin, c'est le récit d'un homme à qui on a tendu la main quand personne le regardait. Et après, il y a aussi L'Orage, que j'aime beaucoup. Je ne connais pas celle-là. L'Orage, c'est un petit récit comme ça d'un homme qui est amoureux d'une femme qui est mariée à un mec qui travaille dans les paratonnerres. Et qu'un jour, il y a tellement d'orage que son mari est obligé de partir travailler. Et que donc cet homme peut enfin aller voir cette femme qui, en fait, qui vit une vie trop simple, qui vit une vie trop nulle avec son mari qui est nul. Et c'est l'orage qui lui permet d'être anticonformiste. D'être anticonformiste et de finalement... C'est pas le beau temps, tu vois, on s'en fout du beau temps. Il y a besoin d'orage pour justement révéler
révéler des choses et tout. Et bref, en fait, Brassens, sur chacune de ses chansons, il y a toujours un petit récit, une morale que j'adore. Par exemple, sa chanson sur les filles de joie, elle est extraordinaire. La morale, c'est vraiment te moque pas des filles de joie parce que ça aurait pu être ta mère, quoi. Tu vois? Parce que vous, les bien tu vois, pensant, ouais. pas forcément les bien-pensants, mais ce qu'il appelle comment dire? Enfin, en gros, ceux qui sont hauts dans la société, Georges Brassens, il dit calme-toi, la méprise pas, ça aurait pu être ta mère parce que le client, c'est ton père, en fait. Donc, redescends, tu vois. Et j'aime bien parce qu'il le dit avec beaucoup d'humour, beaucoup de subtilité, et à la fois, il y a un truc très brut et très bonhomme dans ce qu'il dit, tu vois. Enfin bon, bref, je l'aime Oui, trop. Je suis amoureuse de Brassens. il y a plusieurs degrés de lecture. On voit Je que tu es suis amoureuse. amoureuse de Brassens, oh mon Dieu. Ces interviews, je peux les écouter pendant des heures. Quand il parle des outils, qu'un outil n'est jamais meilleur que quand on le fabrique soi-même, et qu'il le compare au langage, et que donc quand on invente des mots, tu vois, avec de l'argot, etc., c'est jamais aussi juste que si on avait repris la phrase ou le terme qui existe déjà. Enfin, Raconte la forme avec le fond. Et la toute dernière question qui est aussi la même pour tout le monde, qui tu voudrais voir et entendre dans Raconte à ta place? mince, j'avais pas pensé à celle-là. J'aimerais peut-être entendre. Aujourd'hui, peut-être que j'aimerais entendre, tu vois, un juge ou quelqu'un qui travaille euh, qui travaille au tribunal, tu vois. Un magistrat? Ouais. J'aimerais bien entendre quelqu'un d'un peu honnête sur ces sujets-là en ce moment, sur les sujets judiciaires. Parce que je trouve que euh, qu'ils sont importants et on les entend pas assez. Et qu'il y a peut-être un peu besoin de parole de ce côté-là. Mais à la fois, je suis pas sûre. En tout cas, attends, qui est-ce que j'aimerais bien entendre? Je sais pas, oh là là. Faut un nom? C'est mieux, oui. Ouais, alors Et pas ne un me dis pas magistrat. Georges Brassens. Souvent, on me propose des personnes décédées, donc c'est plus compliqué. Alors non, pas un magistrat. Alors on va dire plutôt, je pense que ce serait intéressant d'interviewer des gens qui luttent. Après, peut-être que je dis ça parce que je suis en train de monter un sujet sur les zadistes, là. Mais je pense que ce serait intéressant d'interroger des gens qui luttent, notamment autour de l'écologie. Parce que malheureusement, on les écoute pas assez, je trouve. Et quand ça passe, quand on leur donne la parole, c'est vraiment quand il se passe un gros truc. Là, on l'a vu avec la COP30, le traitement, il est vraiment pas ouf. Donc je pense que ouais, un militant ou quelqu'un qui lutte autour de l'écologie, ouais, il y a besoin de plus de paroles là-dessus. Bien, écoute, j'ai 2 bonnes nouvelles parce qu'on l'a déjà fait avec Adélie Charlier, qui était des Jeunes pour le climat en Belgique, porte-parole, et qui a toute une carrière et tout un raisonnement super intéressant, super profond. Donc ça, c'est aller voir. Et on a fait aussi plus récemment avec les artistes du studio de Mercier, donc Joanie de Mercier et Juliette Bibas, qui font, je vais dire très brièvement, de l'art décroissant. C'est des gens qui viennent de la projection, tu vois, dans les clubs et tout ça, à Bristol, si je me rappelle bien, et qui en sont venus à tout un raisonnement pour faire de l'art minimal, avec juste des lasers qui consomment que quelques watts. C'est des projections, c'est magnifique, c'est super poétique. Franchement, très très bonne interview aussi et très très belle rencontre. Ok, incroyable. Donc, on a déjà ça en magasin. Voilà. Écoute, là on va devoir te laisser parce qu'apparemment tu vas faire un nouveau rôle. C'est le cas de le dire. Tu passes de l'autre côté, mais cette fois-ci pour de bon de la caméra. C'est quoi? Tu nous en touches un Ouais, mot, c'est tu marrant. peux? Bah, juste après, là, donc oui, juste après, je dois aller sur un tournage pour France TV Slash pour jouer mon propre rôle. Je dois jouer moi en Ok, tant que Charlotte. journaliste, ok Charlotte, ouais, dans une fiction pour France TV Slash. Ça y est, personnalité publique. Et je n'ai pas du tout appris le texte que je dois dire. Non, mais Donc tu connais le je ne rôle. sais pas comment ça va se passer. On verra. Bah écoute, bon rôle, bon tournage. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup des questions. Franchement, c'était super agréable. Vraiment. C'est partagé. Merci Charlotte. Merci beaucoup, Anthony.